Alors j'ai commencé à écrire tout petit. Je crois ma première nouvelle date de l'âge de 7 ans. Et quand j'étais critique littéraire, j'ai évidemment beaucoup lu. Et j'avais aussi envie d'écrire. Je ressentais une sorte de complexe à écrire et à oser y aller. Alors j'ai fait plusieurs tentatives de romans, j'ai écrit des poèmes, j'ai publié un recueil de poèmes, j'ai commis 5 bandes dessinées, mais le roman, c'est resté un exercice un peu compliqué pour moi, dû à ce complexe. C'était également, comme l'on dit aujourd'hui, prête-plume. Donc j'ai commis finalement pour d'autres des pseudo-romans, on va dire. Mais j'avais toujours ce complexe qui me tenaillait. Et finalement, comme quoi, il suffit d'épreuves dans la vie, et celles-ci ont été un petit peu compliquées à un moment. L'écriture, elle a dû sortir des tripes. Là, ça a donné La valse du singe, donc en 2014, qui était, on va dire, le premier roman thérapeutique. Oui et non, parce que pour moi, Chessbots, ça n'est pas uniquement qu'une satire. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de lecture. Le premier niveau, ou 3 romans dedans, d'ailleurs il y en a plusieurs. Le premier niveau, c'est en effet cette critique sociale d'une certaine civilisation du loisir qui finalement, dans l'oisiveté, dans les excès, essaye de masquer sa peur de la mort au sens pascalien, Blaise, pas moi, du terme, et qui se noie dans cette quête totalement futile du loisir, de l'objet, de la consommation, etc. Ensuite, il y a un deuxième niveau dans le roman, qui est celui de la création littéraire. C'est que se passe-t-il dans la tête d'un écrivain quand il écrit? Comment ça se passe, on y reviendra peut-être. Et enfin, le troisième niveau, c'est le cadre. C'est, là en l'occurrence, il s'agit de la Corse. Donc c'est bien sûr côté plage, l'île de beauté, Caliste en grec, donc extraordinaire. Donc c'est l'oisiveté, je dirais, de l'été. Mais il y a aussi l'envers du décor, donc l'austérité. Donc la Corse, moi, c'est une île que je connais bien aussi en hiver. Cette austérité et ses mystères, d'où un aspect aussi fantastique du roman. C'est le nom d'une insulte tirée d'une série américaine des années 70, interprétée par Robin Williams. Et curieusement, elle se trouve à la fin d'une chanson d'ACDC, donc hard rock. Elle est prononcée comme ça, et il se trouve que Plancotte va entendre ça une fois que l'entité s'est présentée à la fin d'un disque que lui-même il est en train d'écouter dans sa voiture en arrivant en Corse. Donc là, la réalité et la fiction, tout commence à se mélanger, enfin sa folie, on va dire, elle se concrétise. Et donc Chessbots, en fait, ce que ça signifie, c'est entre guillemets, oui, on va dire que c'est le mot de Cambronne. Alors Gérard Plancotte est un écrivain à succès, donc je pense que il n'y a pas de comparaison possible avec l'auteur. C'est un auteur de best-seller, donc on pourrait penser à quelques-uns de nos auteurs gros vendeurs, bien évidemment, qui est un odieux personnage, qui est dans une arrogance totale, qui est un homme à femme, il est marié d'ailleurs, et il y a un petit souci, c'est qu'il a 15 jours pour remettre son nouveau manuscrit à son éditeur. Mais le problème, c'est qu'il est dans une panne d'inspiration totale. À tel point qu'il ne sait absolument pas quoi ni sur quoi écrire, parce que ses recettes sont complètement éculées. Et il est dans une culpabilité ou dans un doute tellement profond qu'une entité finit par lui apparaître et à hanter son esprit. Cette entité s'appelle Chessbots. Et elle va littéralement lui pourrir la vie.
C'est un auteur français qui disait, je crois que c'est François Bloch qui disait, il faut savoir négocier quand on écrit avec ses fantômes. Pour lui, c'est du non négociable. Donc ce livre, il va avoir beaucoup de mal à l'écrire et il ne l'écrira pas. Mais pourtant, c'est celui que le lecteur tient dans la main. Donc il finira bien par s'écrire. Cette insularité corse, j'ai souhaité pouvoir la pénétrer, bien que je n'y sois qu'un invité, même si je suis propriétaire d'une maison là-bas, mais j'ai bien conscience que je suis un invité. Finalement, je crois que c'est Syntex qui a dit que tout le monde était locataire sur cette terre. Donc en Corse, c'est plus que jamais, c'est prégnant. Et donc j'ai voulu tellement, je dirais, l'habiter et rentrer en elle, que j'ai souhaité rentrer dans ses légendes, dans ses mystères. Et évidemment, il fallait commencer par sa langue, avant son histoire. Son histoire, évidemment, je la connais aussi bien, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc la langue, je commence un petit peu à la connaître et à la pratiquer. Donc chaque chapitre est introduit par un proverbe corse, il y a des expressions qui parsèment ici et là les pages du livre. Et puis il y a un état d'esprit aussi que j'ai voulu retranscrire qui est drôle, qui est pertinent, qui est d'abord réservé, et puis une fois que la porte s'ouvre, là ça devient magique. Et d'ailleurs la magie fait partie du livre, puisque je suis rentré dans certains mystères, dans certains rites. Donc en ce sens-là, le roman est aussi initiatique. Alors Bianca, comme son nom l'indique, c'est la magie blanche. Elle appartient à cette catégorie de personnes qu'on ne voit pas, qui soignent, désenvoûtent. Il faut savoir que l'île est un territoire très croyant, mais qui a beaucoup de croyances également, bon, on va pas dire païennes, mais qui croient en pas mal de choses. C'est-à-dire que notamment, il y a quelque chose qui est très important, c'est le Q, c'est le mauvais œil, la shkumoun, comme on dirait dans le Midi. Donc les Signadoras vont désenvoûter. Il est fréquent en Corse que dans des maisons on jette du sel par terre, ou qu'on allume certaines bougies. Donc j'ai voulu aller plus loin que ça, j'ai voulu sortir des clichés. Et puis, tout en me disant qu'à force d'écrire sur elle, je vais finir par en rencontrer une dans la réalité. Il se trouve qu'à une signature, j'en ai rencontré une qui m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, vous savez, je peux faire le bien, comme je peux faire le mal aussi. Pour vous, ce sera du bien. Mais j'en venais pas large. Alors dans un endroit qui vous invite et vous accepte et vous accueille comme celui-là, j'ai considéré que l'une des marques de respect était de ne pas l'appeler par son nom. Quelque part, c'est une façon de la sacraliser aussi, certainement, puisqu'il y a des religions dans lesquelles on ne prononce pas le nom de Dieu, bien évidemment. Pour moi, c'est l'île des îles. Donc, c'est pour ça qu'elle a une lettre capitale, cette île. L'autodérision est extrêmement importante. Et qui dit dérision, dit aussi qu'elle doit être présente dans cette façon d'observer le monde qui nous entoure et de le provoquer un petit peu. C'est vrai que j'ai été élevé dans la provocation, puisque j'ai eu l'honneur de diriger un journal qui était un journal provocateur et polémiste. Et je dirais que ça m'est resté. J'aime bien tirer des flèches, sachant qu'elles peuvent avoir des effets boomerang et qu'elles me concernent aussi moi-même. Donc, mais l'humour, que certains pourraient appeler du cynisme ou de l'ironie, n'est pas un humour désabusé, c'est un humour au contraire très affectueux vis-à-vis de mes prochains. Donc, je pense que c'est du rôle de l'écrivain de faire bouger les choses et de titiller là où ça fait mal. Et le rire sert à ça, la caricature sert à ça.
Alors, on va dire que je reste un apprenti philosophe, comme dirait ma femme, tu ne lis que des livres emmerdants, mais c'est pas vrai. Je lis beaucoup de philosophie, et ce depuis mon plus jeune âge. Je la pratique du mieux que je peux, mais pour écrire Chessbot, ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans les arcanes de la création littéraire. Bon, c'est vrai que Chessbot, c'est une mise en abîme, il y a différents niveaux. On peut le lire comme un roman estival, comme un roman satirique, comme un roman, je dirais, amusant, ou voire même fantastique aussi, puisqu'il y a du fantastique. Mais c'est aussi un roman philosophique et initiatique sur la création littéraire. Alors, pour ce faire, je me suis intéressé finalement à leur propre vision de leur écriture, de nos grands écrivains. J'ai relu Tolstoï, Victor Hugo. Dans Victor Hugo, il parle des Ukrainiens, une espèce de personnage un peu bizarre qui aurait pu être Chessbot, mais bon, sauf que, on va dire, Victor Hugo, lui, méritait ce personnage-là, et le mien, il méritait Chessbot. Donc on va pas se comparer à Victor Hugo, mais voilà. Donc j'ai relu aussi beaucoup d'écrivains femmes. Alors Hannah Arendt, bien sûr, philosophe, Simone de Beauvoir. Je suis rentré dans la manière que ces écrivains trouvaient l'inspiration, le rapport qu'ils avaient avec leurs personnages. Et puis j'en ai profité aussi pour interroger des écrivains autour de moi. Donc, et tous avaient ce point en commun de quitter cette planète pour entrer dans la leur. Cette notion de personnage qui vous hante, qui vous cherche des poux dans la tête quand vous vous occupez pas d'eux, parce que c'est un peu comme ça qu'est né Chessbot aussi, parce que j'avais mieux à faire, ou ma vie professionnelle qui faisait que je m'occupais pas d'eux, et ils revenaient à la charge, et moi j'existe. Donc, et de façon très parfois violente, d'où aussi Chessbot qui hante l'esprit de mon héros. Toute ma vie a été centrée sur les mots, sur la langue. J'ai un amour profond pour la langue, et j'aime jouer avec. C'est un jeu de langue, même s'il faut la tourner 7 fois dans sa bouche. Que ça soit comme auteur de sketch, comme communicant, comme romancier, comme auteur de bande dessinée, comme poète. La liste va être longue, ou parolier de chansons. L'amour de la langue est ce qui prime chez moi. Il y a une espèce de jeu musical. Chaque personnage a une signature musicale qui évoque pour moi un univers. La musique fait partie de ma vie intégrante. J'ai été journaliste de rock pendant pas mal d'années. On va dire que je suis ouvert à toutes les musiques. Pour moi, il n'y a pas de qualificatif, qu'elles soient actuelles, classiques ou autres. Et donc une profonde influence. Mais en revanche, curieusement, je les entends quand j'écris, mais je ne les écoute pas. C'est-à-dire que je suis dans un silence le plus profond, car le silence, c'est le meilleur moyen pour accéder à des régions insoupçonnées au cœur de soi-même. Il y a plusieurs livres, plusieurs auteurs et plusieurs livres. Le premier, je dirais que c'est L'étranger. Ensuite, il y a L'écume des jours. Et puis après, il y a une foultitude de livres. J'ai le même problème avec la musique. J'ai 2 albums. Je serais incapable d'importer un 3e sur une île déserte et en littérature. J'ai ce souci-là. Mais c'est vrai que Vian et Camus m'ont élevé. Et m'ont aussi relevé, d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis en train je suis aux 3/4 du prochain roman, qui est construit, on va dire, dans les règles de l'art, si tant est qu'elles existent. C'est une histoire qui se passe dans le monde de la peinture, dans le monde des collectionneurs, et c'est une histoire d'héritage. Le héros principal est un simple d'esprit qui ne le restera pas. En fait, il y a une image qui m'a fasciné, c'est celle d'Adam et Ève chassés du paradis. Il y a une phrase qui dit « et ils ouvrirent les yeux ». Mais ils étaient comment avant? Simples d'esprit? Pas. Donc ça fait partie de la question philosophique que j'essaye de résoudre modestement dans ce livre, ce nouveau livre. Et en même temps, c'est une intrigue, on va dire, qui est entre
Dickens, en référence, allez, restons encore modestes, Dickens, et puis un petit peu de vengeance. Je vous laisse réfléchir à quel type de vengeance ça peut s'apparenter. Je pense au Château d'If en disant ça. Oui, j'ai un sujet qui est récurrent, qui est totalement personnel, qui est la notion de chute et de rédemption. C'est comment on se relève, comment on s'élève. Je parlerai pas de résilience qui vous met dans un état antérieur à celui que vous êtes, mais à un état nouveau qui est la rédemption. Alors, est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le renouveau? Mais il y a déjà cette chute qui est jamais totalement digérée, et puis cette renaissance, c'est comment on redevient un phénix. Et finalement, le phénix, il est aussi condamné toujours à renaître de ses cendres. Donc c'est un éternel recommencement, une éternelle renaissance, au fur et à mesure des acquis, de ses expériences, de ses épreuves, qui se réinventent peut-être dans chaque livre. On va dire que j'ai plutôt que d'optimisme, je dirais que j'ai une lucidité joyeuse. Bonne ou mauvaise littérature, les frontières sont si poreuses qu'il faut souvent tricher pour la classer, ainsi affirmer sa personnalité et asseoir son statut social. Plantons le décor. Dans le salon, les livres qu'il faut avoir lus, ou pas, pour être en vue. Dans la chambre, ceux que l'on a vraiment plaisir à lire, thrillers et autres porno polars. Dans les toilettes, à côté du stock de papier hygiénique, des dicos surannés aux entrées désuètes, mais à l'humour déconstipant. Et puis les bouquins, c'est dire leur faculté drainante et à quel point la merde leur va bien.